Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Vous êtes certes nombreux à nous suivre de partout et nous vous saluons de partout où vous êtes, peu importe l'heure. Alors avec vous, nous parlons du thème de la guérison des traumatismes. La guérison des traumatismes parce que c'est un fait, c'est une situation qui arrive à plusieurs personnes suite à tout ce que nous rencontrons dans la société. Cela peut être un homme, une femme, tout le monde est exposé au traumatisme. Aujourd'hui, principalement, nous parlons d'un fait qui cause des traumatismes forts dans la vie des dames, dans la vie des hommes, mais aussi dans les familles. Il s'agit du viol. Le viol parce que c'est une situation, c'est un fait, c'est un problème réel que nous vivons ici en RDC, mais aussi dans plusieurs pays à travers le monde. Nous parlons aujourd'hui de ce thème avec une invitée spéciale. Il s'agit de Madame Maude Salomé Ekila. Maude, je te salue. Bonjour Jemima. Je suis contente de te recevoir sur mon plateau. Très contente d'être avec vous. Ok. Alors, Madame Maude Salomé Ekila est la chargée de communication du docteur Denis Mukwege, mais aussi elle est coordonnatrice de la clinique Panzi ici à Kinshasa. Alors, Madame Maude, nous allons demander de nous dire en quelques mots quel est l'objectif de la clinique Panzi. Alors, la clinique Panzi Kinshasa, c'est un modèle plus petit, une réplique de ce que nous fait comme travail à l'hôpital de Panzi à Bukavu. Okay. Vous savez qu'on a un travail très intense en ce qui concerne les violences sexuelles. On reçoit les femmes d'abord psychologiquement, on les soigne médicalement. Quand il y a des lésions très graves au niveau physique, ça va jusqu'à la chirurgie réparatrice. On a aussi tout un système de prise en charge pour la réinsertion socio-économique où on propose des formations notamment et des microcrédits. Et il y a aussi la possibilité de porter plainte contre les bourreaux, contre les violeurs. Donc ça, c'est un modèle de prise en charge qu'on appelle le modèle de Panzi, okay, qui est très très développé au niveau de Bukavu. Et il nous a semblé très important aussi d'ouvrir un centre de prise en charge au niveau de Kinshasa. Okay. Parce qu'en réalité, le viol, vous le disiez en introduction, c'est quelque chose qui touche toutes les couches de la société, oui, toutes les couches socio-économiques, qui touchent évidemment toutes les ethnies, tous les pays du monde. Et donc, on se rend compte qu'à Kinshasa, le nombre de viols, le nombre de victimes de viols, déjà, il est exponentiel et il est très choquant. C'est sûr qu'à l'Est, à l'hôpital de Panzi principalement, on va traiter des viols qui ont été commis dans un contexte de guerre, comme on dit, utilisés comme armes de guerre. Mais au niveau de Kinshasa, c'est une autre forme de viol, mais ça reste un viol et il y en a énormément. Donc la clinique Panzi de Kinshasa prend en charge les victimes de violences sexuelles et violences basées sur le genre, dont les violences sexuelles sont une forme de violence. Et je tiens quand même à préciser qu'on reçoit évidemment, on reçoit beaucoup de mineurs, on reçoit des filles, des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont touchés par ces violences sexuelles et parfois ils sont oubliés, ils se cachent, ils ont particulièrement honte, surtout quand on voit la place qui est donnée à l'homme dans la société aujourd'hui. Et comment pouvez-vous donc définir le viol ou les violences, comme vous le dites? Mais il doit y avoir plusieurs formes de viol, mais je crois que je vais en distinguer deux formes différentes. Je pense que le viol utilisé comme arme de guerre a un objectif différent. L'objectif n'est pas pour l'homme de satisfaire une pulsion sexuelle. D'ailleurs, il est souvent commis par plusieurs personnes en même temps, avec des armes. Nous, on voit les traumatismes corporels qui arrivent à l'hôpital de Panzi, à Bukavu. Ce sont des traumatismes qui peuvent aller d'un bâton qui est inséré dans les organes génitaux, d'un coup de feu qui est donné dans les organes génitaux, de machettes qui sont insérées. C'est vraiment... l'objectif n'est pas de satisfaire un plaisir quelconque ou un homme qui aurait une pulsion sexuelle. Pas du tout. L'objectif, c'est de détruire cette femme qui est le centre de la famille, qui donne la vie, et de pratiquer également un génocide par le viol. Pourquoi? Parce que les enfants qui vont naître de ce type de viol-là sont des enfants qui vont être rejetés, et dans le cas d'espèces concernant le Congo, on sait très bien qu'il y a un génocide qui est perpétré, même si on a du mal parfois à mettre
ce terme-là de génocide à l'utiliser. Et donc vous avez ces femmes qui sont violées par des rebelles étrangers, des militaires étrangers, et qui vont mettre au monde un enfant qui va être à moitié étranger. Et l'idée derrière, c'est aussi l'éradication du Congolais, de la Congolaise. Donc, vous voyez, je vais d'abord commencer avec ce premier cas de viol utilisé comme arme de guerre, qui est tout à fait spécifique. On peut en parler pendant très longtemps. Et puis, il y a ce viol qui existe finalement depuis la nuit des temps, disons-le tel quel. Le viol utilisé comme arme de guerre, il a été pratiqué énormément pendant la colonisation, et on peut considérer que la colonisation, c'était une guerre. C'est une attaque à l'intégrité physique, morale, identitaire des Congolais, des personnes qui étaient sur cette étendue aujourd'hui qu'on appelle le Congo, sur ce territoire. Et puis, vous avez ce viol qui a toujours existé. Le viol utilisé comme arme de guerre, on l'a vraiment vu apparaître spécifiquement dans le but de détruire la femme, comme pilier, comme socle de la famille, de la société, de la communauté, vraiment avec, on va dire, la fin du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Vraiment là, on a vu apparaître ce type de viol-là, ce qu'on dit viol comme arme de guerre, mais le viol de façon générale, comme on va dire le viol, l'agression, c'est-à-dire on va forcer une personne à avoir, est-ce qu'on peut même parler de relations sexuelles? Je ne pense pas. C'est vraiment, c'est une attaque. Voilà, oui. On attaque le corps de quelqu'un, on force la personne à avoir une relation. Et donc, ça, c'est un viol qui est pratiqué depuis toujours, qui a toujours existé, et chez nous et ailleurs. Et ça, il faut qu'on soit honnête et qu'on se le dise. C'est que c'est vraiment quelque chose qui existe, qui est réel et qui ne concerne pas une partie du monde. On a souvent tendance à dire, le viol, ça c'est les Occidentaux, c'est les Blancs, etc. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui a chez nous. Donc, ce viol-là, il est d'autant plus dramatique qu'il est souvent pratiqué en famille. Okay. Et donc, vous avez une personne sur 3 qui, dans sa vie, bien sûr, avec une beaucoup plus grande proportion de femmes, mais qui va avoir vécu des violences sexuelles, des agressions sexuelles. Et une agression sexuelle, c'est un viol. Il ne faut pas qu'il y ait eu pénétration spécialement pour qu'on puisse parler d'un viol. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous pouvez forcer quelqu'un, par exemple, à faire à avoir certaines pratiques dites sexuelles, et c'est un viol. Vous forcez la personne à faire quelque chose. Alors, ce viol, une personne sur 3 va en être victime, cette agression sexuelle. Une personne sur 3, c'est énorme. Ici, on est 2 sur le plateau, il suffirait que, il y a par exemple le caméraman, il y a les personnes qui sont à la régie. Si on est 6 ici, ça veut dire qu'on peut considérer que 2 personnes auront vécu une agression sexuelle à un moment donné dans sa vie. Et les chiffres sont encore plus alarmants et concernent le monde entier, peu importe l'origine sociale, économico-sociale, que vous avez 80% des viols qui sont commis sur mineurs, qui sont commis dans la famille, par des personnes qui sont de la famille. Donc on peut utiliser ce terme inceste. Pédophilie d'abord, oui. Parce que vous le pratiquez sur un enfant, sur lequel vous avez forcément un ascendant psychologique qui est très manipulable, à qui vous pouvez dire, si tu dis je vais faire du mal à ton papa ou à ta maman, je vais te tuer, etc. C'est souvent des termes qui sont utilisés. Nous, on a quand même maintenant 25 ans d'expérience avec... exactement. Beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile de demander à cet enfant de garder le silence. Et donc, 80% de ce viol commis sur un enfant, de ces viols commis sur les enfants, sont pratiqués par quelqu'un de la famille ou de l'entourage proche. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il va falloir qu'on revoie tous notre façon d'écouter les signaux que nous envoie cet enfant, qui ne va peut-être pas utiliser des mots clairs,
mais qui va, dans son comportement, va avoir des réactions, va avoir un comportement traumatique que, en tant que parent, il faut lire. Il faut lire, absolument. Donc voilà, avant d'aller plus loin là-dedans, je voudrais distinguer ces deux formes de viol, et je pense que ça va être très important dans cette émission qu'on fasse vraiment un focus particulier sur ce que vivent les enfants. Parce que du coup, un enfant, vous voyez, si vous êtes violé quand vous avez 30 ans, vous avez un traumatisme à partir de ce moment-là, soit vous avez déjà eu des enfants, soit vous n'en avez pas. Et donc il va falloir travailler sur ce traumatisme avant d'enfanter. Oui. Parce que ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important, qui est capital, c'est cette notion de transmission traumatique transgénérationnelle. Ça veut dire que le trauma que vous allez avoir, vous allez le transmettre à vos enfants. Les gènes, vos gènes ont une mémoire, une mémoire traumatique. Donc ça veut dire que votre traumatisme, votre histoire est inscrite dans vos gènes. Exact. Et que si vous ne décidez pas de briser le silence, si vous ne décidez pas de travailler là-dessus, si vous ne décidez pas de vous faire suivre, de porter plainte aussi contre votre bourreau, ce qui va aussi permettre de protéger la société, parce que ce bourreau-là, il va sûrement pas agir que sur vous, mais si vous ne décidez pas de faire ce travail, c'est un travail que vous léguez à votre descendance. Ça peut sauter une génération, 2 générations, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous allez avoir un arrière-petit-enfant qui vous a peut-être même pas connu, qui ne connaît rien de votre histoire, qui ne sait même peut-être pas où est-ce que vous avez vécu, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être séparés par une adoption, mais même par la guerre, etc. Il y a des gens qui se sont exilés, qui n'ont plus de contact avec leurs ancêtres ou leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et vous avez un enfant qui développe des comportements étranges. Qu'il ne peut pas expliquer, qui sont tout à fait inconscients et qui sont liés à ce traumatisme. Et je vais vous dire... Exactement. Et je vais vous dire, c'est toujours la même chose. C'est le viol, le meurtre. Vous voyez ce traumatisme qui se transmet, le viol, le meurtre, les enfants qui sont nés, on va dire, hors mariage, ou qui n'étaient pas voulus, ou qui ont été cachés. Le père, on lui dit que c'était le père, mais en fait, c'est pas vraiment le père biologique, etc. Ce secret-là, il hante le corps, il hante les gènes, et ça va s'exprimer à un moment donné. Voilà. Ok, Madame Maud. Alors, si je comprends bien, comme vous dites, dans chaque famille ou dans chaque groupe, on compte 1 sur 3. Dans 1 sur 3, il y a au moins une personne qui a subi une agression ou une violence sexuelle. Et vous dites que pour la plupart des fois, c'est dans l'enfance, c'est dans les familles. Et si je comprends, étant donné que la majorité des personnes n'en parlent pas comme ça, donc on peut se dire qu'aujourd'hui, nous sommes remplis autour de nous de ces personnes qui ont eu à subir une agression ou une violence sexuelle dans leur enfance, qui n'ont jamais parlé, et donc qui vivent avec ce traumatisme. Peut-être qu'ils pensent être guéris, mais qu'ils ne le sont pas en réalité. Alors, je ne dis pas que la majorité des violences sexuelles sont commises dans l'enfance. Ce que je dis, c'est que dans les violences sexuelles qui sont commises sur les enfants, 80% sont produites dans la sphère familiale. Et donc, vous avez tout à fait raison de réappuyer là-dessus. Ce silence, il tue. Mais ce silence existe pourquoi? Il existe parce que faites le test autour de vous. C'est un test qui donne la nausée. Votre propre enfant, votre propre nièce aujourd'hui, vient vous dire qu'elle a été victime de quelque chose par tel oncle, par tel frère, etc. Par tel ami, tel voisin. Par tel ami de la famille qui est ami de la famille depuis 30 ans, qui a peut-être aidé à acheter la maison, qui a peut-être financé les études de X, Y ou Z. Vous allez voir la réaction. On va préférer taire. Et ce réflexe-là, de taire les choses, de mettre sous silence et d'obliger du coup une victime à mourir à l'intérieur d'elle-même, ce réflexe-là, c'est le réflexe le plus dramatique qu'on puisse développer et qu'on puisse et c'est le plus grand tort qu'on puisse causer à sa propre famille. Et ce réflexe-là, je vais vous dire d'où est-ce qu'il nous vient. Il nous vient de la colonisation. Pourquoi? Parce que nous, les sociétés bantoues, qui, je veux le rappeler aussi, étaient à 80% matriarcales, donc ce modèle même de l'homme, père, chef de famille, etc., c'est quelque chose qu'on nous a imposé. Ça ne faisait pas partie de notre identité. Certains peuples pratiquaient ça, dans le respect de la femme, mais
la plupart de nos peuples bantous qui peuplent aujourd'hui le territoire qui correspond à la République démocratique du Congo était matriarcal. Et la façon dont on fonctionnait dans nos communautés, parce qu'on n'avait pas des mégalopoles comme aujourd'hui avec des 15 millions d'habitants comme la ville de Kinshasa, dans la communauté, plus ou moins une fois par an, on n'avait pas le calendrier grégorien des Occidentaux, mais plus ou moins une fois par an, la communauté se réunissait sur la place publique. Et à ce moment-là, les bourreaux, les personnes qui avaient des choses à se reprocher, parce qu'attention, on parle du traumatisme de la victime, mais ne vous en faites pas. Le bourreau lui-même, il vit avec ce qu'il a fait. Et parfois, on ne se rend pas compte à quel point le travail qu'il faut faire avec lui est important. Ce bourreau-là doit être soigné. Ou bien alors on décide qu'on le tue, mais je veux dire qu'on le mette en prison, mais même s'il est mis en prison, il continue à vivre, il continue à exister, il continue à penser, il continue à avoir des pulsions pour ceux qui sont pédophiles, parce que la pédophilie, c'est une maladie. Être attiré par un enfant, c'est une maladie. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et donc, je pense qu'un pédophile, on ne peut pas le soigner, ni avec la prière, ni avec quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui sont condamnées et qui sont dangereux pour la société, ce sont des monstres. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette culture qu'on avait, de pouvoir s'exprimer sur la place publique pour guérir la communauté tout entière. Parce que quand vous vivez avec une victime, avec un bourreau, c'est toute la communauté qui en pâtit. Ce bourreau, cette victime, parlait sur la place publique, exprimait ce qu'il s'était passé, donc racontait ce viol qu'elle avait subi, racontait cet enfant qu'elle n'a peut-être pas eu avec le père, biologique, son mari ou quoi que ce soit, raconter ce meurtre qu'elle avait commis. Et ça permettait à toute la communauté de connaître la vérité, très important cette recherche de la vérité, de juger le bourreau, et puis de permettre cette étape finale, et je dis bien finale, après la recherche de la vérité et après le jugement, de la réconciliation éventuelle. Et cette réconciliation permettait à la communauté de rester saine mentalement et de continuer à avancer. Avec la colonisation, vous avez ce système patriarcal, et chrétien d'ailleurs, qui demande souvent de se taire, de garder le silence, soi-disant au nom d'une forme de cohésion familiale qui en fait n'a aucun sens, parce que vous n'avez pas de cohésion familiale quand vous êtes dans un secret aussi traumatique. On est sur une émission qui parle des traumas, et c'est très important que les gens se rendent compte que briser le silence est très important. Et je veux faire un appel aux familles. Je sais qu'on touche à la fin de cette émission. Je voudrais faire un appel à toutes ces mamans, à tous ces papas, à tous ces frères et sœurs qui savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui à un moment donné voient le signal d'alerte, voient ce signe de leur enfant qui leur dit ça ne va pas, voient ce signe de leur femme, voient ce signe qui leur dit il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, s'il vous plaît, soyez à l'écoute. Montrez votre amour et votre humanité. Votre humanité individuellement, vous allez l'exprimer en aidant les autres, en détectant son mal-être. Pas en vous disant on va taire cette histoire pour protéger la cohésion familiale. Vous ne protégez rien du tout. Quand il faut, ça va faire péter la famille. Ça, c'est vrai. Il y a une forte chance, il y a de fortes chances qu'il y ait des gros problèmes dans la famille à un moment donné. Et ça s'appelle une transition. Et cette transition, elle est nécessaire pour que votre famille puisse perdurer dans l'amour, dans le véritable amour. Et s'épanouir. Exactement. Sinon, vous allez être bloqué dans votre passé, et quand on est bloqué dans le passé, on ne construit pas le futur. Donc vraiment, je voudrais dire à ces mères qui entendent le cri de leur enfant, qui le perçoivent, ou même qui ne se doutent de rien, mais qui voient cette émission et qui disent « je vais m'asseoir avec mes enfants et je vais me forcer, peut-être me faire violence à engager, à avoir plus de communication avec mon enfant, savoir ce qu'il vit tous les jours, savoir ce qui le rend triste, savoir ce qui le rend joyeux, comprendre ce qu'il est en train de vivre. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre enfant vivre ça ou avoir vécu ça et ne pas l'accompagner dans ce chemin pour se guérir, dans ce chemin pour vaincre ce trauma. C'est capital. C'est vraiment un appel que je fais à toutes les familles. À toutes les familles. Voilà. Alors, grand merci, Madame Maud, pour ces éléments que vous nous apportez. J'ai l'habitude de t'appeler Maud parce qu'on se voit souvent. Je t'en prie, Jemima. C'est peut-être les téléspectateurs qui se posent des questions. Alors, moi, je te donne un mot de la fin avant de conclure vraiment avec cette émission. Mais déjà, à tous ceux qui nous suivent, vous retrouvez vos enfants, vous retrouvez vos amis, vos proches au travers de ce que nous sommes en train de dire. N'hésitez pas d'appeler au travers ou d'écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran parce que c'est vraiment
saluons le travail que fait la clinique Pandi avec Madame Maud Salomé Ekila et le docteur Denis Mukwege. Alors, Madame Maud, ton mot de la fin. Vraiment, j'encourage tout le monde à téléphoner. J'encourage tout le monde à venir nous voir. On a des équipes qui vont prendre en charge psychologiquement. Peut-être vous n'avez pas de problème gynécologique, vous n'avez pas de problème physique, mais il y a des psychologues cliniciens qui sont là, qui vont vous écouter, qui vont vous aider, peut-être à porter plainte, cette chose que vous n'avez pas osé faire. Et donc, c'est totalement gratuit, cette prise en charge. Donc, c'est important, c'est à disposition. N'hésitez pas parce que ça va vous permettre de vous guérir, de guérir vos proches et de guérir votre descendance. Bien sûr. Merci Madame Maud, merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons poursuivre avec ce thème toujours dans l'émission qui va suivre et nous allons prier le Seigneur pour la fin de cette émission. Père, nous te disons merci pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Nous savons que cela nous a apporté mais a aussi beaucoup apporté à ceux qui nous suivent. Nous te prions, Éternel Dieu, de faire en sorte que ces éléments que nous apportons transforme les vies, transforme les familles et permette à ce que plusieurs soient guéris de leur traumatisme, sortent de leur silence pour leur bien-être. Bénis chacun de nous, bénis toutes les familles du pays, bénis toutes les familles du monde, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision Be One et que notre Dieu vous bénisse.